いや、4年ぶりだな、ライナ。エレン。我々タイバー家は一族の安泰を条件にカール・フリッツと手を組み、マーレにエルディアを売った。Les vainqueurs écrivent l'histoire et les vaincus la racontent. Telle est la triste réalité, que ce soit dans notre monde ou celui de l'attaque des titans. Oui, effectivement, l'épisode 5 de la saison 4 de l'attaque des titans a fait l'effet d'une bombe. Car non seulement il a apporté son lot de révélations sur l'origine du pacte entre les Tybur et les Mar, mais il est aussi l'élément déclencheur d'une guerre sans précédent entre Eren et le monde. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Si tu apprécies les reviews SNK, je t'invite d'ores et déjà à mettre ton pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'aujourd'hui nous sommes partis pour la review d'un épisode d'anthologie. Déclaration de guerre. Rarement dans Shingeki, le titre de l'épisode n'a jamais été aussi explicite, car que ce soit le discours de Tybur ou la transformation d'Eren à la fin, tous les deux veulent dire quelque chose. La machine est en route et à un moment ou à un autre, ce conflit prendra fin. Et ce sera peut-être plus tôt qu'on ne le croit. Pour commencer, ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est le fait que dès le début, on nous remette ce fameux passage qui avait été coupé dans l'épisode précédent, où l'on voit Annie, Reiner et Berthold rediscuter de cet homme qu'ils avaient croisé, qui avait abandonné ses enfants, alors que ces derniers étaient en train de se faire bouffer par des titans. Ce qui est ma foi super intéressant dans ce passage, c'est la réaction des différents personnages. Reiner ne semble absolument pas affecté par cette histoire, car il a déjà à ce moment-là la mort de Marcel à gérer, et le fait que par reconnaissance, il est forcé Annie et Berthold à continuer la mission. En contrepartie, Annie, elle, a vu chez cet homme un acte de rédemption, une confession qu'il leur a faite afin de vider son sac. Et Berthold, lui, y a plutôt vu quelqu'un qui attendait son jugement. Un homme rempli de remords qui, dans le fond, a tenté de vider son sac pour être jugé, mais qui ne l'a pas été et a fini par se pendre lui-même. Cette histoire n'est pas anodine et n'est pas placée là par hasard. Elle fait écho avec ce fameux moment où Reiner tente d'expier ses fautes en suppliant Eren de l'éliminer. Et rien qu'à travers cette scène, on sent l'évolution du personnage. Celui qui voulait tant devenir un guerrier n'est plus que l'ombre de lui-même, s'étant rendu compte de toutes les atrocités, toutes les abominations qu'il avait commises. Ayant du mal à porter le poids de ses péchés sur ses épaules cuirassées, ce dernier demande à son ancien ami d'abréger ses souffrances. Et alors qu'on pourrait espérer d'Eren une réaction particulièrement violente, ou même qu'il accepte d'abréger les souffrances de son ami, ou encore qu'il laisse exploser sa haine, il n'en est rien. Ce dernier reste impassible, calme, limite apaisé. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il a compris. Après être passé de l'autre côté, après avoir vécu avec ces personnes par-delà les mers qu'il considérait comme étant ses ennemis, il a compris qu'il n'avait en fait aucun ennemi, mais qu'ils étaient tous victimes. Victimes d'un pacte, victimes d'une décision, victimes d'une séparation faite depuis des générations et des générations qui a engendré la mort de plusieurs milliers d'individus. Annie, Berthold, Reiner, Eren et tous les autres ne sont juste que des dommages collatéraux d'une guerre centenaire qui dure depuis trop longtemps. Quelqu'un doit mettre un terme. Et ça c'est super intéressant parce qu'on a affaire à un Eren qui ne réfléchit plus du tout de la même manière. Lui qui était d'habitude fougueux, impatient, belliqueux, ça il l'est toujours, ce dernier a pour une fois pris le temps d'analyser, de comprendre, de voir les différents points de vue avant de tenter quoi que ce soit. Et même si on pourrait croire qu'il s'est littéralement foutu de la gueule de Falco, d'ailleurs, mettez des pouces bleus pour Falco les gars, parce que vraiment, il s'est mangé le twist de sa vie. Regardez-moi cette tête, regardez-moi cette tête. Franchement, même moi pendant l'épisode, je me suis dit non, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Le pauvre, légendez-moi cette tête s'il vous plaît. Faites-moi rire, mettez-moi vos meilleurs punchlines pour ce même. Bref, comme je le disais précédemment, Eren aime vraiment bien Falco. Mais le problème, c'est qu'il ne peut plus se permettre de laisser qui que ce soit venir attaquer ses proches sans rien faire. 4 ans auparavant, il n'a pas pu gérer l'attaque des guerriers. Aujourd'hui, conscient de son statut et du fait qu'il possède l'originel, Eren est décidé à aller de
de l'avant, à endosser son rôle de démon et à venir éradiquer la menace directement à la source. Car ce n'est pas seulement contre les Mar, les Tybur qu'Eren veut se rebeller, mais c'est contre le monde. Car il ne peut pas se soumettre, il est obligé d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle les rôles sont aujourd'hui inversés et c'est Eren qui donne la main à Reiner pour pouvoir se relever. Tout comme précédemment, c'était Reiner qui tendait sa main à Eren pour qu'il se relève. La boucle est bouclée, les festivités peuvent commencer. Et c'est d'ailleurs Willy Tybur, à la grande surprise générale, qui en fera les frais. On remarque ici qu'Eren avait tout prévu, de l'emplacement de sa cachette située juste derrière la scène à sa blessure sur la main lui permettant de se transformer en titan. Cette entrevue n'a eu que pour but de prévenir Reiner qu'il était là et que c'était à son tour maintenant de régler toute cette histoire. Mais par la même occasion, on peut se poser la question de jusqu'où Eren est prêt à aller, car dans le bâtiment, vous le saviez, il y avait des Eldiens. Sa transformation en a forcément tué. Eren ne se pose pas ici en tant que protecteur, ni défenseur ou autre, mais juste en tant que quelqu'un qui veut éradiquer la menace qui pèse sur ses amis, peu importe les moyens et les risques encourus. Jouer avec les sentiments d'un enfant, éliminer des innocents, cet épisode était réellement incroyable. Est-ce qu'on aurait pu se douter que ça allait dégénérer? Oui, plusieurs petits points ont été disséminés ici et là durant l'épisode pour nous montrer qu'il n'y avait rien de normal. Premièrement, c'est le fait que Kiyomi du clan Azumabito est tenu à venir saluer Willy Tybur dans sa loge avant de s'en aller, lui mentionnant bien qu'il fait preuve de beaucoup de courage et que leurs familles sont liées. Est-ce que les Azumabito auraient aidé les Tybur par le passé? Telle est la question. Mais surtout, pourquoi est-elle partie? Ne trouves-tu pas ça bizarre que comme par hasard tout le monde se rend au discours sauf elle? Étrange, n'est-ce pas? Et le fait que comme par hasard, Sig ait été envoyé à l'avant et que Poco et Pieck se sont retrouvés piégés par un soldat inconnu que Pieck semble reconnaître. Pourquoi avoir éloigné les soldats du lieu du discours? Pour la première fois où les Tybur se montrent, Kiyomi, un soldat inconnu et Eren apparaissent. Ces trois personnages sont-ils liés? Je pense sincèrement que oui et qu'on va aller de surprise en surprise. Et en parlant de surprise, c'est l'occasion de revenir sur le fameux discours de Willy Tybur, sa fameuse déclaration de guerre devant le monde entier. Ce dernier était quelque peu stressé avant son discours car il s'apprêtait à révéler la vérité, la seule vérité que détenait la famille Tybur. Et pour ne brusquer personne, il a préparé son discours en 2 étapes. Il a commencé par rappeler des faits que tout le monde connaît. Le fait que les Eldiens ont asservi des Mar, le fait que Ymir et ses titans ont asservi l'humanité durant plusieurs années, le fait qu'ils aient fait souffrir, tuer et éradiquer plusieurs peuples, et le fait que grâce au héros Elos et l'aide de la famille Tybur, ils aient récupéré tous les titans primordiaux et qu'ils aient poussé le roi Fritz à s'exiler sur l'île du paradis. Ce dernier leur disant que s'ils tentaient une quelconque attaque contre eux, il leur enverrait une armée de titans qui piétinerait et dévasterait le monde. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire qui met en valeur les Mar et les Tybur, mais qui dévalorise les Eldiens. Une histoire qui les fait passer pour des monstres qui n'ont cherché qu'à persécuter et à servir l'humanité. Mais au fond, est-ce vraiment la réalité? Est-ce vraiment la vérité? Eh bien non, car devant le monde entier, Willy Tybur a fait son mea culpa. Si jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont subi aucune attaque directe de l'île du paradis, ce n'est absolument pas grâce à la menace des titans qu'ils détiennent. Non, pas du tout. Si jusqu'à aujourd'hui Paradis n'a rien tenté, c'est à cause du pacte de non-agression qu'a instauré Karl Fritz. Fatigué du bain de sang que son peuple avait lui-même instauré, il a décidé de choisir un Mar comme héros et de s'exiler sur l'île du paradis. Bien évidemment, beaucoup d'Eldiens n'étaient pas d'accord avec ça, comme notamment une branche de la famille royale, et c'est notamment la raison pour laquelle Dina Fritz est restée à Revelio. Il leur a volontairement laissé tous les titans et a gardé l'originel, avec pour menace tous les titans colossaux qui recouvrent les murs, afin de protéger son peuple de la destruction. Il savait que des représailles auraient sûrement lieu, mais il a préféré maintenir l'utopie d'un paradis en effaçant la mémoire de ses sujets que leur faire comprendre que tôt ou tard, le monde aurait les yeux braqués sur eux. En faisant ça, Willy Tybur brise instantanément toutes les croyances et les pensées que le monde pouvait avoir sur l'île du paradis. Certains, le monde entier, contre un seul individu, exactement comme avant, lorsque tous les yeux étaient braqués sur l'île du paradis, désignant le pacte de non-agression comme étant caduque, car c'est Eren Yeager, qui n'est pas de famille royale, qui possède donc l'originel, qui peut lancer les titans contre eux à tout moment, provoquant ainsi la fin de l'humanité. C'est la raison pour laquelle ils doivent tous s'allier contre l'oppresseur, le diable, Eren Yeager. Tout ceci illustré par des comédiens dont on ne voit jamais le visage, histoire de renforcer l'unité dans le sens où ça pourrait être n'importe qui, ou encore le fait que souvent, dans les écrits anciens, les Eldiens étaient représentés sans yeux, renforçant ainsi l'impression qu'ils ne sont pas humains. Willy Tybur joue ici sur la compassion de son auditoire. Il essaye d'obtenir leur sympathie en leur montrant que dans un sens, lui aussi n'est que victime du pacte que sa famille a conclu il y a des années, et qu'aujourd'hui, si tous ces peuples
peuple présent à assister ce discours ne s'unissent pas contre les démons du paradis, ils vont tous mourir. Et ce dernier veut vivre, donc il ne veut pas laisser Eren gagner. Sauf qu'il y a un problème dans son discours, c'est que Eren ne peut pas activer les pouvoirs de l'originel sans la présence d'un membre de la famille royale. D'où son interaction avec le titan de Dina Fritz, ou encore au moment où il a touché la main d'Historia. Mais ça, ces derniers ne le savent pas. Ou peut-être qu'ils le savent, mais ils en ont joué pour diaboliser le personnage. Et est-ce que ça a marché? Oui, bah oui, comme d'habitude. C'est beaucoup plus simple d'avoir un ennemi commun qu'en avoir plusieurs. C'est comme dans une cour de récré, et qu'il y en a un qui se fait bully par un groupe d'autres personnes. Il y a forcément parmi celles-ci des personnes qui savent que c'est mal ce qu'ils font. Mais à cause de la pression du groupe, personne ne veut bouger le petit doigt, de peur de lui aussi rentrer dans le conflit. Mais là, c'est encore une fois très différent, parce qu'avec un orateur comme Willy Tybur, même moi, je me suis dit, oh les bâtards, venez on va les niquer. Et c'est en ce sens qu'il a super bien réalisé son coup. Willy Tybur président, oui, ça devrait être ça un dirigeant en vrai, quelqu'un qui pleure pour sa nation, quelqu'un qui serait prêt à mettre sa vie en jeu. Oui, enfin bref, le discours était certes anthologique, mais c'était sans compter sur le fait qu'en dessous de lui, il y avait Eren qui n'était absolument, mais alors absolument pas prêt à se laisser faire une seconde fois face à des ennemis qui lui déclarent directement la guerre. Voilà pourquoi il activa son titan et Willy Tybur, ainsi que tous les habitants qui vivaient dans ce bâtiment, ont été ses premières victimes. Pourquoi? Parce que tous ceux qui s'opposent à sa vision sont considérés comme des ennemis. Nous avons eu affaire à un épisode absolument incroyable. Mention spéciale à la mère de Reiner et au père d'Annie et leur discussion sur celle-ci. RIP à la maman de Berthold, la pauvre, celle qui était si fière de son fils, n'a même pas pu voir que son fils est mort en vain pour une patrie qu'il a utilisée grâce à des croyances basées sur le mensonge. Bref, comme d'habitude, il est temps de noter. Pour moi, cet épisode, c'est un 9 sur 10. Il aurait pu avoir 10. Il aurait pu avoir 10. Mais c'est juste que la musique de fin d'épisode, elle aurait pu être plus épique. Ah oui, elle aurait pu être plus épique. C'est mon seul bémol. Mais l'apparition du titan d'Eren, il n'a jamais été montré avec autant de haine, de difformité, accentuée par ce regard diabolique qui le rendent exactement comme ils le décrivent, comme un démon. Après, je ne vais pas le redire, mais dans le manga, c'est toujours mieux. Mais là, c'était pas mal. Mis à part la musique, je n'ai rien d'autre à dire. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis à toi, frérot Serette. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Falco se faire duper, le pauvre? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Reiner au sol, comme un moins que rien, suppliant Eren de l'éliminer? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir le mensonge de Willy Tybur? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ce dernier mourir de la main d'Eren? Donne-moi tes impressions, ton avis sur cet épisode dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'auras apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, car oui j'ai TikTok. Je poste des TikTok assez régulièrement, donc n'hésite surtout pas à aller les regarder. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne musique et à mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Sayonara frérot, et Serette, bisous. Je sais quel est mon délire, toucher mes locks, la rend fébrile, MDM qui veut me voir en deux spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé, ma chérie t'es complètement déndée, arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage, Belzébuth met des frappes à la R9, t'en prends une pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora, son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora, son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vois encore net. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR Victor ou Jack Abbott. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.